Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Geoffroy Lejeune. Bonjour vous êtes Valérie. directeur de la rédaction du JDD et du JD News qui est lancé aujourd'hui, qu'au supplément du JDD. Vous allez tout nous dire sur cette nouvelle formule, ce nouvel hebdomadaire qui sera en plus du JDD. Racontez-nous un petit peu comment ça va se passer. C'est un hebdomadaire comme ceux que vous connaissez, que vous avez l'habitude de retrouver en milieu de semaine, qui sortira le mercredi tout seul et qui sera aussi distribué le dimanche en supplément du JDD, en effet. Et là, c'est le premier numéro qui sort aujourd'hui. Il est déjà en kiosque. Absolument. Vous avez peur ? Je n'ai pas peur, non. Vous avez été l'acheter en kiosque pour voir ce que ça fait ? Pas encore, je vais y aller en sortant là. Faire, bien sûr, symboliquement et alors, évidemment. pourquoi pas JDD News ? Et pourquoi JD News ? Parce que ça veut dire quoi du coup ? Journal Dimanche News ? Le journal des news. Vous le prenez comme vous voulez, il y a Je pas me suis vraiment posé de... la question. Ouais, c'est vrai, on s'est posé la question aussi, vous inquiétez pas. Oui, Et j'imagine. vous dirigez également le JDD, donc hebdomadaire qu'on connaît bien et qu'on retrouve en kiosque, qui a eu des débuts un petit peu difficiles avec votre arrivée, mais qui aujourd'hui s'est installé et vous nous raconterez un petit peu cette aventure également. Oui, puis voir si vous êtes toujours meurtri par tout ce qui s'est passé. Pas du tout. Ah, pas du tout, je peux vous en parler Ouais. si vous voulez. Je pense que s'il ne s'était pas passé ça, aujourd'hui, on n'en serait pas à lancer un hebdomadaire en plus. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'était en août 2023. Je me suis retrouvé avec une poignée d'amis. On n'était pas très nombreux pour faire un journal, alors qu'on connaissait, la rédaction avait été vidée, tout le monde était parti. Et en quelques jours, il a fallu qu'on sorte notre premier numéro, puis ensuite le deuxième, le troisième, le quatrième. Et au fur et à mesure, des bonnes volontés se sont agrégées pour rejoindre ce projet. Et en fait, il y a une émulation, un esprit tellement particulier que on arrive à faire beaucoup de choses dans des conditions absolument extraordinaires, et c'est pour ça qu'au bout d'un an ça s'était vraiment bien stabilisé, et en fait on était en capacité de faire un hebdomadaire avec la même rédac, donc finalement tout ça a accouché d'un bien. Vous n'avez pas été meurtri par les Sur le coup, attaques, c'était pas évident, ouais. mais si vous voulez, j'avais l'habitude déjà pour commencer, et c'était tellement excessif. Vous connaissez la formule de Talleyrand, tout ce qui est excessif et insignifiant. C'était tellement excessif qu'à un moment donné, je me suis dit bon, écoute, laisse-les dire. Et je me suis dit en fait, il faudra prouver par l'exemple et par les choses qu'on réalise que tout ce qu'ils disent aujourd'hui est ridicule. C'est ce qu'on a fait, je pense, cette année. On a prouvé que le JDD avait gardé sa place de quotidien du dimanche, un peu prescripteur, dans lequel les gens qui font la prise de décision dans la vie publique viennent s'exprimer. Parce qu'au départ, il faut rappeler qu'il y a eu des polémiques. Il y avait eu un ordre du gouvernement. Il y avait eu un ordre du gouvernement de ne pas parler dans le JDD. Et puis c'est Sabrina Agresti-Roubache, je crois, la première qui a accepté, qui était courageuse dans le premier numéro, qui est venue absolument. Et puis non, mais en fait voilà, ça c'est très symptomatique. Il y a un ordre du gouvernement, de tout l'écosystème autour d'Emmanuel Macron, de dire on boycotte parce qu'ils ont peur de plein de choses, des médias notamment. Et puis en fait, on a eu en effet une ministre dans notre premier numéro, puis un député dans notre troisième numéro. Ça a fait un peu crier, etc. Puis Emmanuel Macron lui-même, qui est quand même un peu plus adulte que tous ces gens autour de lui, a fini par dire très rapidement, écoutez, soyez pas grotesques, le JDD c'est le JDD. Et donc on a eu toute l'année évidemment tout le gouvernement qui est venu s'exprimer de manière absolument normale. On a des très bonnes relations professionnelles avec ces gens, et c'est notre métier de les interroger sur ce qu'ils prévoient pour le pays. Et donc encore une fois, c'est une polémique, c'est un comportement puéril qui a été balayé par la réalité, parce qu'on est des journalistes absolument normaux, professionnels, et on essaie de bien faire notre boulot. Surtout que vous avez été conseiller d'Emmanuel Macron auprès de lui quand même. Moi, j'ai été conseiller d'Emmanuel Macron. Oui, enfin, vous étiez à un moment. Non, je crois que non. On m'a prêté. Alors, c'est compliqué. Je suis vraiment pas sur la ligne d'Emmanuel Macron, mais on m'a prêté une grande proximité avec son entourage, parce que j'ai un ami qui travaille avec lui. Oui, qui mais était son directeur de communication. Exactement. Mais moi, et on vous disait que vous étiez celui qui soufflait au directeur de la communication, Bruno Roger Petit. Mais c'est absolument faux. Je vais vous dire, je fais partie des gens. C'est bien que vous le disiez, parce que beaucoup de gens croyaient que vous étiez derrière le conseiller de Macron à travers Bruno Roger Petit. J'ai strictement aucune influence sur Emmanuel Macron. J'aimerais bien en avoir, mais j'en ai pas du tout. Bruno Roger Petit n'est qu'un ami. C'est un ami, mais moi je fais partie des gens, et c'est important de le dire, qui savent distinguer l'amitié de l'influence et du pouvoir. C'est-à-dire que je suis ami avec des gens qui pensent pas comme moi, mais c'est important parce que dans notre société, dans notre pays, c'est quelque chose qui est de moins en moins possible, d'être ami avec des gens qui sont pas d'accord avec vous. Les gens se regroupent par affinité de pensée, par affinité de communauté, et moi je trouve ça un peu délétère. Donc je suis content d'avoir des amis qui pensent pas comme moi. Ça m'empêche pas de me disputer avec eux, de m'engueuler avec eux, et malheureusement j'ai pas d'influence sur le président de la République. Le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Déjà, vous avez le temps de la regarder, la télé ?
Geoffroy Lejeune. Un peu. Je regarde CNews. Oui, je regarde CNews beaucoup. Vous y êtes beaucoup aussi. Et j'y suis souvent. Je regarde le foot sur Canal. Je regarde, mais pas tant que ça en fait. Pas en tant effet. que ça. Alors. Hier à 15h30, simultanément, 3000 beepers ont explosé sur 5000 qui étaient piégés, tous appartenant à des membres du Hezbollah, après avoir reçu un code qui a fait exploser une charge qui est compris apparemment entre 28 grammes et 56 grammes d'explosifs, selon le New York Times. Reportage sur BFM sur cette façon d'avoir mis une charge explosive. Ces beepers venaient d'être achetés par le Hezbollah au fabricant Gold Apollo situé à Taïwan. Avant leur arrivée, ils auraient été interceptés puis transformés par les services israéliens. Il a fallu modifier en fait en lui-même le pager à l'intérieur, le beeper, pour que ça passe inaperçu. Et ensuite, il y a effectivement la question du détonateur, c'est-à-dire qu'il faut mettre de l'explosif, mais il faut aussi mettre un détonateur. Israël n'a pas officiellement réagi à cette attaque d'ampleur simultanée. Voilà comment ça a été traité. Vous, dans votre journal, comment vous allez traiter le conflit palestinien-Israël? Comment ne pas être de parti pris de l'un et de l'autre lorsqu'on est à la tête d'une rédaction? Alors déjà, le parti pris, c'est pas forcément un mal en soi. Il y a des domaines, le 7 octobre dernier, parce que c'est arrivé un samedi, on était en bouclage du JDD, le parti pris m'a semblé évident et m'a pas du tout dérangé, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on avait un des plus grands attentats terroristes sous les yeux, avec des images, etc. Le parti pris était absolu, et je revendique le parti pris en l'espèce. Ensuite, après, notre métier, c'est de raconter. Donc là, par exemple, le week-end dernier, on avait un papier sur la société israélienne qui est un peu divisée sur la manière dont Netanyahou gère cette offensive. Et comment dire, et c'est normal de raconter ce qu'on voit. Et après, mais par contre, moi, je fais pas partie des gens qui pensent que le parti pris est un mal en soi. Je pense aussi que la neutralité ou ce qu'on appelle l'objectivité est grotesque. En fait, personne ne l'est réellement. Donc, quand on a un parti pris, il faut l'assumer. Il faut expliquer pourquoi. L'objectivité, c'est pas la base du journalisme? Pas du tout. Non, c'est l'honnêteté. L'honnêteté, il faut être honnête, il faut expliquer d'où on parle entre guillemets, pourquoi essayer d'étayer des arguments, de donner des. Mais par contre, je pense que l'objectivité, c'est bon pour les objets et on n'est pas des objets. On peut pas être vraiment complètement objectif. Alors, on va rester dans le journalisme. Vous nous direz si ça vous plaît comme journalisme. Hier, c'était aussi explosif sur France 2 avec un cache investigation sur le business de l'agence McKinsey, où évidemment la présidence d'Emmanuel Macron est accusée d'avoir utilisé leur position pour financer l'agence McKinsey, en tout cas leur donner beaucoup de contrats. Et Élise Lucet n'a rien lâché face à Jean-Michel Blanquer, qui a évidemment donné de l'agence, enfin son ministère, à l'agence McKinsey. Je vous pose des questions simples. Pourquoi est-ce que vous avez décidé en 2020 de faire appel au cabinet McKinsey pour une mission sur le futur métier d'enseignant qui a coûté à l'État 496 800 €? Est-ce que vous estimez que c'est une bonne manière de dépenser l'argent public? Monsieur Blanquer, s'il vous plaît, accordez-nous une interview au calme si vous ne voulez pas la faire ici. C'est pas celle d'une démocratie. Vous êtes dangereuse par vos façons de faire. Monsieur Blanquer, vous n'êtes pas le parquet, n'est-ce pas? Je ne suis pas le parquet, je suis une journaliste qui essaie d'obtenir des réponses et les journalistes, c'est leur boulot d'essayer d'obtenir des réponses. J'ai répondu. Il y a des milliers de journalistes qui me demandent des milliers de choses. On n'est pas obligé de répondre à toutes vos questions tout le temps. Elle est dangereuse pour le journalisme, Élise Lucet? Moi, j'aime pas ces méthodes. Je suis pas du tout à l'aise avec sa façon de faire, notamment cette espèce de mise en scène de Torquemada qui va extirper des réponses à Blanquer. Je suis persuadé, moi je connais un peu Jean-Michel Blanquer, que si je lui pose la question, j'aurai une discussion avec lui courtoise où il va m'expliquer ce qu'il a fait. Je suis pas un fan absolu du recours au cabinet de conseil quand on dirige l'État, honnêtement. C'est pas la question. La question, c'est est-ce que mais sur la manière, est-ce qu'on est obligé de répondre à un journaliste? C'est en fait, si vous voulez, pour qui se prennent ces gens en fait, d'aller exiger, je suis le chevalier blanc du journalisme, je vais exiger de vous des réponses, elle est pas procureure, il faut qu'ils redescendent un peu dans leur humilité. On a le droit d'être poli avec les gens, on a le droit de poser des questions courtoisement, on n'est pas obligé d'aller les piéger, de leur courir après dans la rue, etc. J'aime pas ça. Pour moi, c'est Edoui Plenel sans moustache. Bon, bien. Elle vous répondra. L'horreur absolue, l'horreur inimaginable de l'affaire Pellico. Alors, le procès vient à peine de démarrer et on découvre chaque jour des faits les plus abjects. Hier, on a donc compris qu'il avait photographié sa fille en tenue légère et du coup, ça ouvre un abysse de suppositions, comme le racontait hier la journaliste Cécile Olivier. Ce sont des photos effectivement qui ont été retrouvées dans son ordinateur où Caroline d'ailleurs sur ces photos porte des sous-vêtements qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne reconnaît pas. Donc
se pose la question, est-ce qu'elle a été droguée ou pas? Est-ce qu'elle a subi quelque chose ou pas? De toute façon, maintenant, c'est trop tard pour faire des analyses. Donc, elle a le doute. On sait juste qu'il y a ces photos qui ont été retrouvées. S'il n'avoue pas, se posera toujours la question. Lui, ce qu'il a dit cet après-midi, c'est que sur le site Coco, il correspondait avec quelqu'un qui était à 200 km, qui avait lui-même envoyé des photos de sa femme et de sa fille et qui lui demandait la même chose. Ce qui est quelque chose d'assez courant d'ailleurs, sur tous ces forums, y compris pédopornographiques, où les policiers vous expliquent ça très bien. Pour montrer patte blanche, on donne soi-même des photos de son entourage pour avoir accès à d'autres forums, à d'autres photos, etc. Vous vous rendez compte que des pères échangent des photos de leurs filles sur les forums pour dire t'as vu, moi je suis bien dans l'affaire. Enfin, c'est un procès hors norme et une affaire insensée. Ouais, c'est épouvantable, et en même temps Coco, moi j'étais allé voir ce que c'était. J'ai découvert ce site au moment, vous savez, où il y avait des tabassages de gens qui avaient des rendez-vous fictifs. En réalité, ils se faisaient tabasser dans le nord de la France. C'est l'enfer sur terre, ce truc. Il faut se débrouiller pour le fermer, parce que c'est vraiment... ça a été fermé. Je crois qu'il a été fermé depuis justement cette affaire. Mais c'est insensé que ça puisse perdurer, que ça ait pu perdurer pendant autant de temps. Et puis si ça existe, c'est qu'il y a la clientèle, et ça fait peur. C'est la noirceur de l'âme humaine, c'est terrible. Et la noirceur de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et sur ce qu'on appelle le dark web. Et évidemment, c'était Abîme et pas Abyss. Heureusement que Valérie, vous êtes là. Madame Becherel. Madame Becherel. Vous le savez, vous, Geoffroy, les journalistes, et on en parlera en deuxième partie, ont perdu leur crédibilité. Pire, lorsqu'on ne va pas dans l'opinion de certains, ils refusent d'entendre l'information que l'on donne. Quotidien a rencontré ceux qui ne croient pas aux exactions sexuelles. Vous allez pouvoir me dire des choses en antenne. Aux exactions sexuelles de l'abbé Pierre. Vous avez lu les accusations des nouvelles? Oh oui, alors là, oui. Il y en a tellement partout et tout bout de champ des accusations comme ça par les réseaux sociaux que... Vous vous en fichez? Oh oui, puis j'y crois pas du tout. Enfin, je trouve ça tellement, 20 ans après, ridicule de sortir un truc comme ça. Vous aussi, madame, vous pensez la même chose? C'est salir une image... un homme qui a quand même beaucoup donné. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais enfin il est mort il y a presque 20 ans, déterrer tout ça, et puis tout ça c'est pas vrai. Heureusement que ces femmes sont écoutées et entendues. Heureusement que leur souffrance est prise en compte. Et la figure de l'abbé Pierre est tellement forte, il a tellement apporté à la société française, que ça ne suffit pas à gommer la souffrance de ces femmes. On pourra en parler après, parce qu'on a pris un peu de retard, mais après la pub, on pourra parler sur la crédibilité des journalistes. Avec plaisir. Ça a été l'info people qui a aussi envahi les médias. L'affaire Kenji Girac, qui avait tenu en haleine toute la petite sphère médiatique, on n'entendait parler plus que de ça. Il revient sur le devant de la scène avec un nouveau clip qui sort aujourd'hui. Si seulement une chanson écrite par votre ami Vianney, Valérie. Si seulement j'avais su te le dire sans avoir à l'écrire sur ma peau. Si seulement j'avais su t'en parler. Voilà, un clip, ça se voit où maintenant, les clips? Il y a des chaînes encore musicales. Il y a YouTube, vous connaissez YouTube? Non, pas du tout. Connectez. Il y a encore des chaînes musicales. Il y a encore des chaînes musicales. Mais qui diffusent principalement du rap. Ouais, et le titre, j'ai écouté le titre, il est extraordinaire. Ah, vous aimez Vianney? J'aime énormément Vianney, mais il faut imaginer que Kenji chante, normalement il n'est pas en état de chanter à ce moment-là, et c'est ce qu'il a fait extraordinaire. Il y aura des pages un peu people culture? Ouais, bien sûr, il y a dès aujourd'hui des pages culture. On y revient dans un instant avec vous, Geoffroy Lejeune, pour parler donc de ce nouvel hebdo JD News. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganson, Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du JDD et du JD News, le New JD News, qui est le nouvel hebdomadaire lancé par le groupe Lagardère et par vous, Geoffroy Lejeune, puisque vous en êtes le directeur de la rédaction. C'est Laurence Ferrari qui est... avec Laurence Ferrari et Louis de Ragnel. Voilà, Laurence Ferrari et Louis de Ragnel. Laurence Ferrari qui est devenue la PDG, la directrice de ce petit, enfin de ce, oui, comment on peut dire, groupe. C'est pas petit, gros groupe, oui, j'ai dit petit, mais
marque du JDD. De la marque du JDD, et donc nouvel hebdomadaire qu'on va retrouver en kiosque et qu'on trouvera en supplément avec le journal du dimanche, le dimanche évidemment. Exactement. Et il faudra payer plus. Aujourd'hui, Valérie. Oui, j'ai dit en kiosque et ça sort aujourd'hui. Il faudra payer en plus le JDD si on veut le supplément. Alors, merci d'aborder la question du prix. En fait, c'est un peu une révolution dans le marché des news parce que les news aujourd'hui sont entre 5,50 et 6,50 €. C'est un marché qui va pas très bien, qui s'est réduit ces dernières années. Je le connais, j'en viens. Et nous, on a décidé de faire quelque chose de très 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 différent. C'est 60 pages, c'est un peu moins que les autres, mais par contre, ça coûte 2,20 €. C'est super accessible. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller toucher le plus grand nombre. Et le JDD, il y avait un supplément du JDD une fois par mois qui a été arrêté pour le lancement du JD News. Donc vous payiez à l'époque plus cher pour avoir ce supplément. Aujourd'hui, vous payez 70 centimes de plus chaque semaine pour avoir le supplément du JDD. Donc c'est 2,90 €. Pour combien de pages ? Alors c'est 60 pages et le JDD c'est 48. Ouais, est-ce que, alors c'est très personnel comme question, moi je le lis sur ma tablette, donc est-ce qu'il sera à la suite du JDD ? Bon, bien sûr. Je suis rassurée. Alors racontez-nous un petit peu cette aventure, cette histoire, comment est née cette idée de faire un nouveau news magazine ? Il y a une concurrence importante, donc c'est quoi ? C'est quelle place il va occuper ? En fait, l'idée c'est simple, c'est on avait alors il faut comprendre que je travaille dans un groupe et dans un immeuble même où il y a une chaîne de télé qui est CNews, il y a une radio qui est Europe 1, il y a des radios musicales évidemment, et il y a le JDD qui est un quotidien du dimanche. Moi, les gens comprennent pas tellement ce concept, c'est un quotidien, c'est dit hebdomadaire parce qu'il paraît une fois par semaine, mais en même temps c'est un papier, c'est un journal papier. C'est le format des quotidiens, c'est exactement conçu comme un autre quotidien comme Le Monde, Le Figaro, etc. Et donc c'est fait comme ça, sauf qu'il ne paraît qu'une fois par semaine. Le dimanche, il vous raconte la queue de comète, la fin de la semaine, et surtout il annonce le début de la semaine. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent annoncer ce qui va se passer, notamment le gouvernement, les patrons, etc., qui viennent annoncer à quoi va ressembler la semaine. Donc on fait beaucoup de prospectives avec ce rythme quotidien qui est en fait très instantané. Quand vous avez le JDD le dimanche, faut pas le lire le mardi parce que ça aura un peu vieilli. Le magazine, c'est un autre exercice, c'est quelque chose qui prend plus de recul sur l'époque, sur la société, sur l'air du temps, et le rendez-vous traditionnel en France des hebdomadaires, des magazines, c'est plutôt le milieu de semaine, le mercredi, le jeudi. Nous, on est les premiers, on arrive le mercredi, les autres arrivent plutôt le jeudi, et là, l'idée, c'est de raconter l'actualité, mais différemment. Donc, il y a des angles un peu différents, il y a une prise de recul qui est un peu différente, il y a une écriture qui est différente, il y a les photos sont plus grandes, le format n'est pas le même, le papier n'est pas le même. C'est un journal qui est très différent. Pour essayer d'expliquer aux gens quelle différence il y aura entre le JDD et le JD News, c'est à peu près la même que si vous avez entre les mains Le Point et Le Figaro. Ce n'est pas du tout la même chose, ça ne sert pas du tout à la même chose, ça n'est pas du tout le même rythme et le même récit de l'actualité. C'est un journal de droite, le JD News ? Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se retrouver dedans sans être spécifiquement de droite. Alors moi, ça me dérange pas. Je trouve pas que l'étiquette de droite soit infamante, mais le but du jeu n'est pas de faire un journal de droite. Le but du jeu, et merci un journal d'opinion, de poser la question. Non, alors pas que. Enfin, il y a des opinions. Je pense que c'est très important dans les médias en général d'avoir des opinions. Vous ici à la radio, vous avez des flashs avec de l'info et vous avez des gens qui viennent donner leur opinion, parfois même des débats. Nous, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait des opinions qui s'expriment. Après, moi, je veux pas qu'elles viennent que d'un seul camp. Il y a des gens très intéressants partout. Le but, c'est que ce soit argumenté, intelligent, étayé et de qualité. Et ensuite, donc il y a les deux. Pour moi, un bon média, c'est un média qui mélange les deux. Et ensuite, sur la question de droite-gauche, le plus important, et ça rejoint un peu la question que vous allez me poser après sur la crédibilité des médias, c'est en fait, est-ce que ce qu'on dit est étayé, fondé, est-ce que c'est argumenté par du récit, du reportage, du factuel, etc. Et est-ce que c'est honnête ? Est-ce qu'on essaie de traiter de manière honnête l'information ? Et ça, pour le coup, je pense que au-delà des clivages politiques, il y a énormément de gens qui peuvent se retrouver là-dedans, et je pense que c'est un des enjeux d'ailleurs pour les médias de notre époque. Oui, mais tout à l'heure vous me disiez que vous l'information sans prise de parti n'était pas forcément quelque chose d'obligatoire d'avoir une information stricto sensu. Par exemple, ce qui va arriver en septembre, ça va être l'élection américaine entre Donald Trump et Kamala Harris. On sait que les auditeurs de CNews ou du JDT seront plutôt pour Trump. Est-ce que vous allez les satisfaire ou il y aura un grand papier sur la formidable Kamala Harris ? En fait, on a un envoyé spécial là-bas qui passe beaucoup de temps, qui par ailleurs en plus est un spécialiste du sujet sur la question spécifique de Trump, qui est un spécialiste du sujet, qui a écrit un livre d'ailleurs sur Trump quand il était entre son mandat et cette élection. Sur l'Amérique de Trump, c'est vraiment pour moi le sujet. C'est d'ailleurs qui sont les gens qui votent pour Trump, parce qu'ici on comprend pas, mais en fait il y a des très bonnes raisons. Et donc il écrit toutes les semaines quasiment dans le JDD un grand papier reportage en fait sur ce qui se passe aux États-Unis. Il raconte ce qu'il voit, et en fait il raconte ce qu'il voit et
il explique comment il le voit et pourquoi il le voit. Donc, je pense que l'essentiel, c'est de ne pas mentir aux gens. Lui, il est avec sa subjectivité sur le terrain et il raconte, il donne la parole, il explique qui sont les gens qui l'interrogent et pourquoi ils disent ce qu'ils disent. Et en fait, le but, le plus important, c'est que vous sachiez exactement qui est la personne et pourquoi elle vous raconte ce qu'elle vous raconte. Non, là, vous écoutez la foule. C'est-à-dire que vous n'avez pas un regard journalistique. Non, vous donnez la parole aux gens, c'est très différent. Oui, mais des gens qui votent Trump. Donc vous écoutez la foule. Non, mais Trump ou Kamala Harris, il fait ça sur les deux sujets. Mais est-ce que les gens qui votent Trump vont critiquer Eating the Dogs ou Eating the Cat? Est-ce que vous trouvez que c'est ridicule qu'il dise ça ou pas? Non, pas du tout. C'est très intéressant. Justement, cette semaine, le dimanche, vous pourrez lire dans le JDD dimanche, il va raconter pourquoi Trump a dit ça. Ah bon. Et il a eu raison ou pas? Il y a des vraies histoires, je vous dévoile pas à l'avance. Mais non, il y a des vraies raisons. Trump n'est pas juste quelqu'un qui invente des histoires. Il y a une auditrice qui vous félicite pour le prix. Elle dit ça, c'est vachement bien. Ça donne envie de le lire et elle demande s'il y aura des sujets français. Parce que là, on a évoqué les États-Unis. On peut peut-être évoquer le sommaire de ce premier numéro. Et vous avez une enquête sur l'affaire Naël, une manipulation politico-médiatique démontée par l'enquête. Donc là, vous avez de l'investigation et des révélations. Bien sûr. Il faut que la dame qui pose la question se rassure parce que notre sujet, c'est aussi de coller aux préoccupations de nos concitoyens. Donc, on est bien conscient du fait que l'élection américaine intéresse beaucoup, mais avant tout, ce qui compte, c'est nos sujets, les sujets franco-français, et c'est pas du tout péjoratif de le dire. Évidemment que c'est un journal français qui parlera des problématiques françaises essentiellement. Dans le premier numéro, en effet, on a choisi de faire la couverture sur la liberté d'expression parce que c'est un peu le marqueur. Marianne, une statue, un buste de Marianne. Absolument. Avec l'écharpe tricolore et le titre en très gros, Vive la liberté d'expression. Et quand on lit ceux qui participent, les contributeurs à ce numéro, vous avez Daniel Rondeau, Florence Bergeau-Blaclair, Michel Onfray, Alain Finkielkraut, Philippe Labro, Camille Pascal, Mathieu Laine, Pascal Pro, Mathieu Bocoté, Michel Houellebecq, bref, des gens qui ont une parole très libre. Des gens qui ont une parole très libre. C'était un peu un numéro profession de foi. C'est un premier numéro, c'est pour expliquer ce qu'on va essayer de faire. C'est-à-dire, la liberté d'expression, c'est pas juste un concept pour lequel on manifeste une fois tous les 5 ans quand il y a un attentat ou quand il y a un professeur qui se fait décapiter. C'est quelque chose qui se vit au quotidien, qui est menacé au quotidien. Il y a une sorte de passion pour la censure qui est en train de s'installer dans notre société contre laquelle on va vraiment résolument lutter. Ça, c'était pour le premier numéro. Quelle censure ? Ah mais alors, moi j'ai eu 2 choses qui m'ont glacé le sang. Premièrement, c'est les injonctions quasiment quotidiennes à faire taire tel ou tel qui a dérapé dans le débat public en France. Moi, ça m'est arrivé, mais c'est arrivé à des dizaines de personnes et systématiquement, ça me glace le sang. Et puis, il y a une censure. Donc ça vous glace le sang que l'Arcom soit intervenu concernant C8 ? Ah ouais, bien sûr. Une autorité indépendante de qui, on ne sait pas, qui décide de mettre 300 personnes au chômage. Je suis pas à l'aise avec le concept. Qui est-ce qui était visé, Monsieur Bolloré ou Cyril Hanouna ? Évidemment. Évidemment quoi, les deux ? Les deux, enfin l'un ou l'autre d'ailleurs, mais évidemment ils étaient visés. Évidemment, c'est quoi, c'est la liberté d'expression ? Pardon, mais Cyril Hanouna qui n'est pas qui a une parole libre aussi et qui a une parole libre qui en fait porte les audiences de la première chaîne de la TNT et en fait il y a des gens dont on ne connaît pas le nom, dont on ne connaît pas le passé ou alors si on le connaît on sait d'où il vient, qui vont décider tout à coup de fermer une chaîne où il y a des moi je suis allé assez vite, faut voir ce que c'est. C'est une rédaction avec des gens qui travaillent, dont c'est le métier, qui pourront peut-être pas forcément faire quelque chose demain, et ils mettent tous ces gens-là au chômage par pure représailles politique. Moi, je suis désolé, je trouve ça hyper choquant, et j'allais terminer parce que c'est même au-dessus. Quand Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, explique qu'au moment de Meta, au moment du Covid, il a eu des injonctions gouvernementales à censurer tel et tel contenu qui disait telle et telle chose, comme par exemple le vaccin n'empêche pas la transmission, alors que c'était scientifiquement admis. Moi, je suis désolé, on est entré dans quelque chose qui fait peur en fait. Donc c'est un combat, ce sera un combat en bas, au milieu, en haut, et on a décidé de mener ce combat. Ensuite, vous m'avez lancé sur l'affaire Naël et vous avez raison. Alors on va marquer une pause et on va en parler dans un instant justement. L'affaire Naël et les révélations du JD News qui est donc en kiosque dès aujourd'hui. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média aujourd'hui avec Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du JDD et du JD News. Le lancement, c'est aujourd'hui. Vous allez le retrouver en kiosque pour le prix de
De 2,20 €. 2,20 €, donc c'est un news magazine d'un tout nouveau et qui va vous proposer des articles, des enquêtes et des points de vue peut-être un petit peu différents de ce qui peut se lire ailleurs. Ce que vous nous disiez en début d'émission, on parlait de l'affaire Naël en particulier, qui est en une. Hein. Vous avez enquêté et décrypté un petit peu ce qui s'est passé. Alors moi j'ai rien fait, c'est le très talentueux William Molinier qui travaille à Europe 1 et avec nous. Spécialiste police-justice. Police-justice qui est très bon. C'est un cas d'école de ce qui est très important que le JD News fasse. L'affaire Naël, on la connaît tous. C'est un fait divers à l'origine, la mort de ce jeune homme après un refus d'obtempérer, et c'est peut-être la plus grande polémique de ces 10 dernières années, avec des conséquences politiques incroyables. C'est-à-dire que immédiatement le récit médiatique se met en place. C'est forcément une erreur du policier. Emmanuel Macron dit impardonnable tout de suite. Il a aucune connaissance du dossier, etc. Il dit c'est impardonnable. Et le récit médiatique se met en place selon les termes d'Emmanuel Macron. Le policier est mis en détention provisoire et il y a des émeutes. Et les émeutes, on dit mais il y a quand même un jeune qui est mort, donc est-ce que c'est pas un peu normal? Et s'installe dans l'esprit de tout le monde l'idée en fait que finalement il s'est passé quelque chose de pas bien et que les représailles, parce que ce sont des représailles. Et en fait, quand vous faites le débriefing complet de cette séquence, vous réalisez que les émeutes étaient pour 6% des émeutiers seulement, selon un rapport du ministère de la Justice en rapport avec l'affaire Naël, donc c'était un pur prétexte. Et maintenant il y a l'affaire Naël en tant que telle. Et William Molinier a étudié le dossier d'instruction, l'enquête qui a été réalisée sur ce sujet-là. Et je vais le résumer simplement, et lisez le papier parce qu'il est absolument édifiant. Tout est faux. Tout ce qu'on nous a raconté est faux. Tout ce que nous ont raconté les médias, les partis civils, tout est faux. Le rapport dit que, par exemple, parce qu'il a été question, Naël a été abattu d'une balle à bout portant, alors qu'il n'essayait pas de s'échapper. Le rapport dit, c'est écrit noir sur blanc, il a fait 4 actions pour tenter de s'en aller, c'est-à-dire enclencher le boîtier de vitesse, lever le frein, etc. Les 4 actions. Ensuite, on a dit aussi qu'il avait été frappé par la crosse du policier. L'autopsie dit que pas du tout. Il n'y a aucune ecchymose, il n'y a aucun coup, le crâne n'est pas touché, etc. C'est 6 pages, dont 2 avec les avocats des policiers qui répondent à des questions, où vous voyez qu'en fait, on a construit sur un mensonge absolu un climat politique qui en fait a durablement marqué la France. C'est des milliards de dégâts de réparation, etc. Est-ce que vous comprenez que aujourd'hui l'information fonctionne à l'instant T? C'est-à-dire que évidemment, lorsque l'accident arrive, évidemment, on n'a pas le rapport d'autopsie, évidemment, on n'a pas les rapports de la police, et donc on réagit à chaud sur l'affaire avec des témoignages, avec des gens qui interviennent, et que en effet, plus tard, la presse ne corrige pas ses erreurs et ne revient pas sur les informations. Non, mais il y a aussi le parti pris dès le départ. C'est-à-dire qu'on met toujours en doute la parole du policier. Je sais pas, j'ai pas lu l'article, mais systématiquement, c'est toujours un petit ange. C'est tout est résumé par la formule de Kylian Mbappé, petit ange parti trop tôt. Le récit s'est mis en place immédiatement. Il aurait été possible de dire, en fait, dans un monde normal, tout le monde et tous les médias auraient dit attention, on a une séquence de 10 secondes sur les réseaux sociaux sur laquelle on ne voit rien, on va attendre, il y aura une enquête et on parlera de cette histoire au moment de l'enquête. Et là, vous avez raison, c'est que ça se passe pas comme ça. Vous savez très bien qu'Emmanuel Macron, il craignait, et le ministre de l'Intérieur, il y a eu des émeutes, absolument. Donc ils ont craint, et c'est le déshonneur et la guerre de Churchill. Absolument. Donc à un moment donné, nous, notre boulot, et je le revendique et j'en suis super fier, et je suis très fier de cet article, qu'on puisse le publier dans notre premier numéro, on est là pour dire, en fait, il y a eu mensonge. Donc peut-être que la prochaine fois, il y aura pas mensonge grâce à ce genre d'article. Est-ce que le sous-titre... Juste une question, peut-être que la prochaine fois, est-ce qu'on n'est pas quand même dans un monde extrêmement wokiste, parce que c'est quand même du wokisme d'une certaine manière, et que c'est très difficile d'aller contre ce mouvement et cette pensée-là. Vous venez de résumer le pourquoi il y avait besoin du JD News. En fait, il y a besoin sur tous les sujets, toutes les semaines, de manière même presque quotidienne, de s'opposer à ça. C'est une dérive, c'est quelque chose de nouveau, c'est pas une fatalité. On peut réussir à convaincre les gens, parce que le sujet c'est de parler aux gens, de convaincre les gens qu'en fait la réalité n'est pas celle que certains médias leur disent, donc il faut un autre discours, et on va le faire avec la plus grande honnêteté. Mais comment le faire sans se faire traiter de fasciste? C'est-à-dire on a vu hier, on a fait un débat autour du sondage de l'IFOP. La France est à droite. La France est à droite, mais ce qu'on entend dans les médias est à gauche, très clairement. Je suis d'accord avec vous. Il faut tout faire pour ne pas se faire traiter de fasciste, et
n'avoir rien à faire de se faire traiter de fasciste. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui les fascistes sont tellement nombreux. Maintenant François Ruffin qui est à l'extrême gauche est devenu fasciste depuis une semaine. Il va falloir que les gens comprennent que cette insulte ne veut rien dire. À force de l'utiliser, elle a perdu son sens d'ailleurs, si bien qu'on ne voit plus le vrai fascisme, les vrais fascismes, les totalitarismes qui nous arrivent dessus aujourd'hui passent complètement inaperçus parce que cette insulte a été complètement galvaudée. Donc voilà, il faut. Moi, je suis désolé, je suis pas fasciste, je suis journaliste, je fais mon boulot. Ça plaît pas à des gens et c'est pas grave et il faut avancer parce et que sur votre fiche, garder la tête haute. Sur votre fiche Wikipédia, il y a marqué journaliste d'extrême droite. Il paraît, ouais. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? C'est faux. Malheureusement, c'est faux. Le sous-titre du JD News. Pour les gens qui ont écrit ça. Le sous-titre du JD News, c'est la liberté d'expression. Est-ce que la liberté d'expression va jusqu'à donner la parole à Sébastien Delogu, par exemple ? Alors moi, toute ma vie, j'ai voulu donner la parole à des insoumis, mais pas pour leur donner la parole, pour leur poser des vraies questions. Il y a vraiment des gens, Mélenchon par exemple, j'ai déjà débattu avec lui par le passé. J'adorerais pouvoir débattre avec lui aujourd'hui. J'ai plein de nouvelles questions à lui poser. C'est eux qui veulent pas. Donc la question, c'est à eux qu'il faut poser la question. Moi, j'ai aucun problème à inviter des gens de quoi qu'ils pensent. Quand ils sont invités par le JDD, ils ne veulent pas venir. Ah non, le JDD non. Mais encore une fois, c'est pas faute de proposer. Et comment vous dire, je peux pas faire mieux que de proposer de donner la parole. Après, s'ils veulent pas, ils veulent pas. Je vais pas me battre. Ça m'empêche pas de dormir, c'est pas grave. Vous savez, quand j'étais sur LCI, les seuls qui refusaient de débattre avec des gens de droite, c'était les gens de l'Humanité. J'ai un journaliste de l'Humanité un jour qui s'est retrouvé face à quelqu'un du RN et qui m'a dit, moi je discute pas avec le RN, et qui est parti. Et pourtant, il y avait des débats parfois qui étaient, je me souviens très bien de Charb, qui était donc de Charlie Hebdo, qui s'entendait très bien avec François Dorcival du Figaro Magazine, et il y avait des discussions qui étaient possibles, mais il y avait aussi des fins de non-recevoir et qui venaient toujours de l'extrême gauche. Moi, je voulais savoir si vous étiez toujours abonné à Valeurs Actuelles et si vous continuez à lire le journal Valeurs Actuelles, dont vous avez été éjecté de façon un peu pas très convenable, on va dire. Est-ce que vous continuez à le lire ? Pour être honnête, pas vraiment. Il m'arrive de lire un article qui m'intéresse, je le reçois, il me l'envoie gentiment, et après c'est pas du tout contre eux, etc. Mais c'est une question de temps surtout. C'est une blessure, ça aussi ? C'est 12 ans de ma vie. Bah oui. 12 ans de ma vie, j'ai quand même tout mis là-dedans, donc c'était dur il y a 1 an, c'est 1 an et demi, c'était dur. Une trahison ? Non, on va pas utiliser les grands mots. Mais c'est la vie aussi. J'ai beaucoup d'amis là-bas, attention. Revenons au JD News, donc il va y avoir une ouverture sur les bonnes nouvelles. Ouais. Il y a trop de mauvaises nouvelles. Ça marche jamais. Alors, c'était Dassault, Jour de France, le journal des bonnes nouvelles. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai compris depuis 1 an dans ma vie professionnelle que c'est important aussi de donner des raisons d'y croire aux gens. C'est-à-dire que quand je rencontre des lecteurs, des gens ou des gens qui me connaissent par la télévision ou la radio, ils me disent toujours il faut tenir bon, vous nous donnez des raisons d'espérer, etc. Et j'ai fini par comprendre que c'était aussi une part de notre responsabilité de dire aux gens que tout n'est pas mort. On n'en sait rien. La vérité, c'est qu'en fait, le sursaut français, il est éternel. Il arrive à chaque fois qu'on pense qu'on n'y arrivera plus. Et en fait, il y a des raisons d'espérer. Il y en a, en vérité, si on les cherche bien, il y en a. Cette semaine, on en a trouvé pour faire le journal sans trop de problèmes. Alors, une bonne nouvelle dans votre journal qu'on va pouvoir lire. Moi, j'ai été touché parce que j'ai vu j'ai découvert en lisant le JD News, c'est pas moi qui ai donné cette info, qu'on pouvait maintenant, par la thérapie génique, avoir des progrès énormes sur la cécité, par exemple. Ouais. On sort des Jeux paralympiques. C'est le genre de choses, en fait, ça coûte rien de le dire, ça donne de l'espoir. Et par ailleurs, c'est pour induire l'idée, et ça j'y crois beaucoup, que en fait, si vous regardez la situation du pays, vous avez le sentiment que c'est le marasme à peu près à tous les niveaux, et c'est pas faux. Moi, je m'empêcherai jamais de le dire que les choses vont pas. En revanche, par contre, dire qu'on n'y peut rien, là pour le coup c'est le début de la fin. Donc il faut expliquer qu'en fait il y a des solutions. La vérité c'est qu'il y a des solutions à tous les problèmes du pays. Et d'ailleurs notre ADN aussi, ça c'est très important de le préciser, c'est qu'on peut dénoncer toutes les catastrophes de notre époque, mais on va se forcer dans chaque sujet à apporter les réponses, ou en tout cas à donner la parole à des gens qui pensent avoir des réponses. On a une rubrique par exemple, les belles histoires, qui racontent. Alors là en l'espèce c'est dans le premier numéro, c'est l'histoire d'un trio d'amis assez émouvant d'ailleurs, qui réussissent à faire passer la maladie de Charcot, qui est une maladie neurodégénérative, en fait, dont on se remet pas, à un des 3, donc du coup, qui est touché par cette maladie. Et en fait, au lieu d'ajouter des jours à la vie, ils ajoutent de la vie au jour, selon la formule consacrée. L'histoire est magnifique. C'est une leçon d'espérance de leur part. Mais on va essayer de montrer que dans tous les domaines, en fait, il y a des choses qui marchent. Moi, par exemple, prenons un domaine qui touche tout le monde quasiment, l'éducation. L'éducation, on sait la baisse du niveau, on sait la sécurité à l'école, on sait tous ces problèmes-là, le harcèlement, etc. Et il y a depuis 20-30 ans des gens
gens qui s'investissent pour créer des écoles avec des contre-modèles ou alors pour relancer des méthodes qui étaient complètement galvaudées par l'éducation nationale, et ça fonctionne. Eh ben, disons-le. Comme ça donnera peut-être l'idée à ceux qui nous dirigent de s'inspirer de ce qui marche. Est-ce que Monsieur Bolloré vous donne des ordres? Est-ce qu'un jour, à Pâques, on va retrouver un prêtre à la une du JD News? Alors, il m'en donne pas, mais il pourrait m'en donner, ça me poserait absolument aucun problème, c'est mon patron. Non, mais bien sûr. Par ailleurs, moi, il faut pas beaucoup me pousser pour mettre des prêtres à la une des magazines. J'ai vraiment aucun problème avec ça, vous savez. Et l'abbé Pierre, comment vous réagissez par rapport à ce que l'extrait que je vous ai fait écouter tout à l'heure? Les gens, justement, sur la crédibilité des journalistes, et les gens qui ont du mal à croire tout ce qu'on dit sur l'abbé Pierre, ou qui ne croient pas aux informations, pour élargir la question. Eh ben, ça m'a fait beaucoup réfléchir, cet extrait qu'on a écouté tout à l'heure. Je vais vous dire, en fait, je pense que si les gens parfois ne croient pas à ce que disent les médias, c'est parce que parfois les médias ont menti. Et moi, c'est le mensonge des médias qui m'intéresse, parce que c'est ça qui me concerne en réalité. Après, ce que les gens pensent, je peux pas y faire grand chose. Mais est-ce qu'il est arrivé que les médias mentent? Oui. Est-ce que c'est arrivé encore récemment? Oui. Je vous donne un exemple. Vincent Hervouet, le chroniqueur international, consacre dans le JD News cette semaine son édito à Trump et Kamala Harris. Il raconte, et c'est absolument éloquent, le comportement des correspondants accrédités à la Maison-Blanche à propos de Biden. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Biden, pour le monde entier, n'était pas en état ni d'être président des États-Unis, ni d'être candidat à sa réélection. Mais en fait, pendant des années, personne ne l'a dit. C'est intéressant, ça questionne quand même. Ouais. Pourquoi cette omerta? Pourquoi cette chape de plomb? Donc quand vous voyez quelqu'un à l'œil nu, vous voyez Biden, vous vous dites, mais ce monsieur ne peut pas diriger les États-Unis et a fortiori presque le monde. Et en même temps, on n'a pas le droit de le dire parce que c'est le président des États-Unis. Eh ben, je comprends que les gens ne nous croient pas. Donc la vérité, c'est qu'en fait, on aurait dû peut-être, moi je suis pas spécialiste des États-Unis, mais il aurait dû y avoir un journaliste compétent pour le faire, qui aurait dû dire le premier, écoutez, c'est pas possible, ça ne s'est pas passé. Donc faut pas en vouloir aux gens de pas nous croire. Mais vous pensez qu'il a été ah oui, j'ai aucun doute. J'ai lu les témoignages sur l'abbé Pierre. Vous avez bien sûr. Aucun doute Comment j'y étais pas, je suis pas enquêteur, etc. Après j'ai lu ce qui est sorti dans la presse. Oui, ça m'a fait froid dans le dos. Évidemment, j'ai honte même. Le JD News, donc aujourd'hui en kiosque, vous allez le retrouver également en supplément du journal du dimanche prochain. Merci Geoffroy Lejeune d'avoir été avec nous, et puis bonne chance pour cette nouvelle aventure. Oui, absolument. Mais le prix, encore une fois, je pense, va être un moteur, et toujours Camille qui dit qu'elle va l'acheter. Vous devriez mettre la bonne nouvelle à la fin du journal, mais c'est au début du journal justement. Apparemment, il va y avoir. Il y en a partout dans le journal en plus des bonnes nouvelles. Alors voilà. Merci d'avoir été avec nous, Geoffroy Lejeune, et nous on se retrouve dans un instant pour débattre de l'actualité. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.